Assalamu alaikum, bienvenue sur Laymoun. Nous sommes en présence aujourd'hui du docteur Mohamed Talal Lahlou, qui nous honore de sa présence. Nous allons parler de l'intérêt à travers le prisme de l'économie et du social. Pour commencer, Oustad, est-ce que finalement l'intérêt, ce ne serait pas une transaction commune dans l'économie actuelle? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a cette vision comme quoi l'intérêt, c'est juste une transaction comme une autre, comme on vendrait, comme on achèterait, comme on ferait une location, que ça serait une location d'argent, etc. Mais en réalité, c'est une transaction qui n'a pas d'équivalent en finance. Dans le monde de la finance, si vous allez faire un investissement, il n'y a aucun investissement qui est d'une rentabilité garantie à 100% et qui est profitable. Et donc, en ce sens, l'intérêt, c'est une transaction c'est une transaction exceptionnelle dans le monde de la finance qui est une rémunération sans risque. Et ça n'existe pas dans la finance. C'est une sorte d'état d'exception. D'ailleurs, ce qui montre que c'est une transaction qui n'est pas naturelle, on prendrait par exemple un prêt qui serait fait en l'an zéro, par exemple, à un taux de 5%, de 10 centimes d'euros. Quel serait le montant dont on aurait besoin pour rembourser aujourd'hui ce prêt? On aurait besoin aujourd'hui de l'équivalent de 18 000 milliards de planètes en or, de planètes Terre en or. Ce qui montre que c'est tout simplement farfelu. C'est une transaction qui n'est pas durable dans le temps, qui n'est pas durable dans l'économie et qui n'a rien de naturel. C'est une transaction qui procède d'une sorte de marchandisation de l'argent. Déjà, à son époque, Aristote condamnait les intérêts. Il y a eu des interdictions d'intérêts dans l'Empire romain également. On a eu des limitations d'intérêts dans un certain nombre d'empires, notamment à Babylone. Et donc, comme disait Aristote, de tous les types de transactions qu'on peut avoir, l'intérêt est la plus détestable. Et donc, à partir de là, on ne peut pas dire que l'intérêt est une transaction naturelle, surtout qu'elle n'a commencé à être légalisée qu'à partir du 19e siècle, en Europe. Okay. Donc, vous parlez là de l'intérêt comme une bizarrerie, mais moi je me dis, est-ce que finalement l'intérêt, ça ne serait pas une rémunération juste du capital? Disons que l'intérêt, ça rémunère le capital, mais le capital, son rendement, on ne le connaît pas. On ne connaît pas le rendement du capital, et donc à partir de là, ça rémunère un usufruit incertain. On n'est pas sûr que le montant investi sera rentable. On peut investir dans un commerce, dans une activité, dans un artisanat. Ça peut être rentable, comme ça peut ne pas être rentable. Et donc à partir de là, ça crée une distorsion dans l'économie. Ça crée une distorsion et, comme disait l'économiste Rogoff, ça crée une sorte d'équilibre de sous-emploi et surtout, c'est une fixation arbitraire de la rentabilité du capital. Quand bien même ce capital serait rentable, pourquoi on va fixer sa rentabilité à 2%, 4%, 6%, alors même que le processus de production n'a pas encore eu lieu? Et donc, là encore, on est dans une distorsion, c'est-à-dire qu'on va fixer a priori la rentabilité d'un capital, alors que tous les autres types de rendements sont fixés a posteriori. C'est-à-dire que quand on a un investissement dans quelque activité que ce soit, les dividendes sont distribués après l'activité d'investissement. Donc, au stade, vous parlez de fixer un rendement qui serait aléatoire a priori, mais est-ce que ça ne permettrait pas justement de diminuer le risque de cette transaction? Le risque en réalité, il n'est pas diminué, il est juste transféré. Pire que ça, l'intérêt en réalité augmente le risque systémique. Pourquoi? Parce qu'au lieu qu'on ait deux agents économiques qui sont solidaires d'un risque, donc si le risque se produit, par exemple le risque d'échec d'un projet, ils se partagent la perte, et donc la perte est plus simple à absorber, on va avoir un risque qui est supporté unilatéralement par l'un des agents. Et donc, par exemple, si l'investisseur, ou bien plutôt le rentier, le créancier prête à la banque et que la banque fait faillite, il n'est pas couvert, en tout cas pas au-delà de 100 000 euros. Si c'est la banque qui est le créancier et qu'elle prête à un emprunteur pour faire un projet, et que le projet échoue,
eh bien, la banque peut perdre son capital. Bien entendu, elle prend des hypothèques, elle prend des garanties, mais il y a ce risque qui est supporté par une seule partie. Et le fait que ce risque soit supporté par une seule partie fait que, en temps de stress, ce qu'on appelle les situations de stress, c'est-à-dire de forte tension financière et de crise, eh bien, ça commence à tomber comme des dominos. On n'a pas une mutualisation des risques, mais on a un transfert de ce risque. Et donc, on a un constant déséquilibre qu'on appelle ALM dans le monde de la finance, c'est-à-dire Asset and Liabilities Management. On a un constant déséquilibre entre les actifs et les passifs de ces institutions financières, ce qui pousse le monde de la finance à devoir créer des assurances, à devoir créer des produits dérivés. Ce qui rend la fluidité des flux encore plus frictionnelle, c'est-à-dire qu'il y a encore moins d'efficacité dans le transfert des flux, on a encore plus de frais à payer, notamment via les assurances, via les produits dérivés, et le système est de moins en moins stable. Donc, au contraire, ça augmente le risque systémique. Donc vous soulignez le déséquilibre de ce système et sa fragilité, entre guillemets, mais on ne peut pas nier que ce système, dans l'économie actuelle, en tout cas, permet d'augmenter le capital. En fait, si on prend en compte et qu'on se met en tête comment fonctionne une institution financière, comment fonctionne une banque, on va se rendre compte qu'en réalité, ça ne permet pas d'augmenter le capital général dans l'économie, mais potentiellement ça le réduit. Pourquoi ? Eh bien parce que quand un porteur de projet se présente à une entreprise, à une banque, quand une entreprise se présente à une banque, ce que prend la banque en compte d'abord et avant tout dans l'opération de financement, ce n'est pas le potentiel du projet. Ça, c'est une variable parmi d'autres. Ce qu'elle prend d'abord et avant tout en compte, ce sont les hypothèques. Est-ce que cette entreprise, elle a des terrains, des immeubles, des brevets, des choses qui peuvent être saisies en cas de faillite ou pas? Et donc, à partir de là, les garanties comptent plus que le potentiel. Ce qui fait que si on a deux porteurs de projet, un qui a un projet à 5% de rentabilité et un qui a un projet à 50% de rentabilité, mais que le second n'a pas de garantie, la banque va financer le premier, ce qui prive l'économie de 45% de rentabilité et de potentiel par rapport au même volume de capital. Donc au contraire, on a une situation qui pousse à la rente, qui pousse à ce que ceux qui ont du capital soient toujours ceux qui ont encore plus de capital, et que ce capital leur donne des rentes sans valeur ajoutée, ce qui fait que on est en réalité en présence d'une sorte de tumeur. Le mot est dur, le mot est lourd. Mais d'où viennent ces rémunérations du capital? L'argent et le temps ne produisent rien. Si vous posez un lingot d'or et que vous revenez après 1000 ans, ça reste un lingot d'or, il n'y en aura pas deux. Par contre, si vous le placez à intérêt, il peut en avoir des dizaines de milliers. Et donc à partir de là, cette tumeur ponctionne l'économie réelle de sa productivité. Et donc, le partage des valeurs ajoutées devient injuste. On a de plus en plus de valeur ajoutée qui va aux détenteurs des capitaux, et on a de plus en plus de pauvreté et de précarité de la part des salariés, des employés, et même parfois des entrepreneurs qui créent de la valeur ajoutée dans l'économie. Donc Oustez, tu nous as parlé de diminution de capital. Maintenant, la question que je me pose, c'est que l'intérêt, ça reste un outil privilégié, par exemple, pour investir dans la bourse. En fait, l'intérêt est un outil qui permet de faire des placements, mais à qui? Et dans quoi? C'est vrai que quand on va dans les places boursières, on a des brokers, on a ce qu'on appelle le shadow banking d'ailleurs, qui permet de faire des prêts et de faire du placement pour ces banques d'affaires. Maintenant, ça permet d'investir en bourse, mais souvent ces investissements sont improductifs. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande différence entre l'investissement qu'on va faire en bourse et l'investissement qu'un entrepreneur va faire dans l'économie réelle pour une création de valeur ajoutée réelle. Et donc, ces prêts à intérêt offrent un outil aux spéculateurs pour spéculer en bourse dans des activités non productives, au contraire qui font du mal à l'économie. Je donne un exemple. En 2007-2008, des grandes institutions financières comme Goldman Sachs ont décidé d'entrer dans le marché des matières premières.
et donc d'investir massivement dans le marché des matières premières, ce qui a créé une sorte de bulle dans le marché des matières premières avec à peu près plus 100% dans les prix des matières premières. Ce qui nous a créé à peu près 250 millions de personnes affamées et une certaine mortalité dans les pays qui souffraient le plus de la famine. Et donc là, on a un effet concret de ce que peut permettre le crédit à intérêt quand il est aux mains des spéculateurs boursiers. Donc cet intérêt, en réalité, il va déjà, surtout à ceux qui ont déjà du capital, et il va souvent à ceux qui ne sont pas productifs, alors qu'il prive l'économie productive et l'économie réelle d'un certain nombre de fonds. Et plus que cela, il vend le risque à l'économie réelle, c'est-à-dire que de toute façon, celui qui prête à intérêt, il ne prend pas ce risque d'échec de projet. C'est celui qui va investir dans l'économie réelle qui va supporter ce risque. Ok. Oustad, moi j'entends tous les risques que vous exposez qui sont liés à l'intérêt, mais moi je suis étudiant en droit, j'ai fait quelques cours d'économie, et justement, on nous a toujours enseigné, ou en tout cas dans l'histoire de l'économie, que l'intérêt, ça a été un outil de levier dans l'économie. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Ça, d'un point de vue économique, c'est en partie vrai. Mais il ne faut pas oublier que quand on montre une partie de la vérité, on est potentiellement en train de créer une contre-vérité. Pourquoi? Parce que l'économie, c'est une dynamique. Et cette dynamique, elle est depuis toujours cyclique. C'est-à-dire qu'il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des hauts quand tout va bien, quand il y a plus de sécurité, quand il y a plus d'échanges commerciaux, quand il y a plus de pluie, quand il y a une meilleure agriculture, une meilleure récolte. Et il y a des bas quand il y a des catastrophes naturelles, quand il y a des épidémies, quand il y a des guerres et quand il y a moins de sécurité. En parallèle, on a d'autres facteurs, bien entendu. Que fait l'intérêt dans cette équation? Eh bien, l'intérêt, c'est comme une sorte de dopage. Mais ce dopage, c'est comme pour les sportifs. C'est que quand ils sont en bonne santé, ils sont plus dynamiques. Mais après, quand ils passent à la retraite et quand leur situation, leur corps commence à s'affaiblir, la détérioration est plus rapide. C'est la même chose en économie. Quand on a de la croissance avec les intérêts, on peut potentiellement faire plus de croissance. Mais quand on a de la récession, à cause des intérêts, on fait plus de récession. Et donc les dégâts sont plus lourds pour la société. Et ils sont plus tragiques. Comme par exemple, durant la crise de 2008, on a eu 1 million d'Américains qui ont été mis à la porte. 1 million de personnes du jour au lendemain dehors, c'est l'équivalent d'une grande ville en France. Dehors, sans toit, sans abri. Et donc, ça montre l'aspect tragique de la chose quand il y a une récession. Et comme l'économie, c'est croissance et récession, on a des cycles. Kitchin, Juglar, Kondratiev, un certain nombre d'économistes ont étudié les cycles, Ibn Khaldoun bien avant eux. Et donc, tout cela, ça montre que forcément, on va passer par la case crise un jour ou l'autre. Que ce soit par une épidémie, par une guerre, par de l'instabilité, par des tremblements de terre, par moins de pluie. Il y a moult raisons qui vont faire qu'un jour, on va passer par la case crise. Et quand on passe par cette case, c'est plus tragique à cause des intérêts. Donc on peut dire que les intérêts amplifient les chocs. Et en plus de cela, quand on a des produits qui sont basés sur les intérêts, comme les produits dérivés, pour un certain nombre d'entre eux, je rappelle que 21% des produits dérivés sont des produits dérivés d'intérêts. Or, les produits dérivés, quand on passe par la case crise, ils sont illiquides, invendables. Donc ils ont quasiment, potentiellement, zéro valeur. Et ça rend les conséquences encore plus tragiques. Beaucoup de gens vont penser que ça c'est très très théorique, mais en réalité c'est des choses qu'on touche en pratique. Quand on a des augmentations de prix bancaires, quand on a des augmentations de prix d'assurance, quand on a des augmentations de prix tout court, eh bien souvent il y a des situations comme ça derrière qui se passent dans le monde de la finance. Ok, merci Oustad pour cette réponse. Mais finalement l'intérêt c'est quelque chose qui a souvent, ou qui existe là maintenant depuis de nombreuses années. Est-ce qu'on ne pourrait pas considérer finalement que c'est juste une donnée banale dans l'économie et qu'on surestimerait peut-être un peu trop son impact ou son poids dans l'économie? En fait, l'impact, surtout durant les dernières années, on le sent.
En tout cas, quand on étudie, quand on creuse, quand on suit l'économie, on le sent. Mais aujourd'hui, à la différence des années 70, 80, c'est que aujourd'hui, monsieur tout le monde le sent. Et donc, on le sent via quoi? Via deux éléments majeurs qui sont les taxes et l'inflation. Et les taxes participent à plus d'inflation. Donc l'intérêt, c'est d'abord une taxe cachée. Pourquoi? Parce que on est en train de prendre de tout le système économique, eh bien, un taux via ce système de création monétaire, parce que je rappelle, on l'a dit plusieurs fois, mais il est nécessaire de le rappeler, que le système monétaire actuel, c'est un système de monnaie-dette, de monnaie-crédit. Et donc la monnaie est créée via le crédit. Or ce crédit est là parce qu'il y a des intérêts. Donc le business du crédit est intéressant. S'il n'était pas profitable, personne ne ferait du crédit, ou en tout cas on le ferait à la hauteur de la nécessité, et si on trouve quelqu'un pour nous prêter. Mais vu que ce système, c'est un système de monnaie-dette, donc on a toujours plus de masse monétaire, on fait toujours plus de crédit à l'économie. Voire la dette publique en France, aux États-Unis et dans un certain nombre de pays qui explose. Cet argent ou ce système de monnaie-crédit fait que l'argent perd de sa valeur. Donc, si vous aviez 10 000 euros en 2018, ce n'est pas 10 000 euros en 2024 ou en 2025. 10 000 euros ont perdu peut-être 30 ou 40% de leur valeur. Après Covid, après la guerre en Ukraine, etc. Et donc à partir de là, cette inflation, c'est comme une sorte de force centrifuge qui prend de toute l'économie un petit morceau. Mais on va dire, mais qui bénéficie de ce petit morceau? Eh bien, c'est les gens qui créent la monnaie. Et ceux qui créent la monnaie, ce sont les banques. Donc le système financier, dans sa globalité, c'est le bénéficiaire de cette inflation qui est une taxe cachée. Donc en plus du fait qu'on la prend de manière directe via les intérêts et les crédits à l'économie, ça c'est une taxe non cachée. Donc on va prendre une taxe directement lors de l'opération de production, eh bien on va aussi la prendre en aval de l'économie, c'est-à-dire via le système de l'argent dette et l'inflation en réduisent. Donc c'est comme si on allait chez tous les habitants d'Europe par exemple et qu'on leur prenait comme ça. Donc on va estimer par exemple leur fortune moyenne ou leur épargne moyenne à 100 000 euros, eh bien on va leur prendre par exemple, allez, mettons 1000 ou 2000 euros, 1 ou 2% chaque année. Ça c'est caché, c'est non dit. Pourquoi? Parce que les 100 000 l'année d'après, ils ont moins de valeur. Et donc là, ce système de taxe cachée, c'est un système qui est là du fait de ce système de monnaie-crédit. Et ce système de monnaie-crédit est un peu déconnecté de l'économie. Donc ce n'est pas une donnée, c'est quelque chose qui est assez étranger à l'économie, c'est assez nouveau, parce qu'avant les monnaies étaient des monnaies qui n'étaient pas basées sur le crédit. Et donc on peut avoir une augmentation de la masse monétaire sans que le PIB ne bouge. Et là encore, on est dans un système qui va créer encore plus d'inflation. Et comme le disait un économiste très connu, je pense notamment à Irving Fisher dans son livre 100% monnaie, eh bien, les phases de crise ont quasiment toujours été précédées de phases d'expansion monétaire. Expansion monétaire qui est la monnaie-crédit qui est justement là parce qu'il y a un business des intérêts qui est intéressant à faire. Et d'ailleurs, Maurice Allais, prix Nobel de l'économie en 1988, disait même que les banques centrales sont la première cause des crises. Et dans son livre Manias, Panics and Cracks, Charles Kindleberger montrait que ces schémas sont redondants depuis 400 ans. C'est-à-dire on a souvent une phase d'expansion monétaire, euphorie, crise, et ça revient, et ça revient. Et aujourd'hui, c'est pire, parce qu'aujourd'hui on a inventé des outils qui permettent de décupler ce pouvoir de création monétaire et donc d'inflation. Via quoi? Via ce qu'on appelle la titrisation. La titrisation, c'est le fait que quand je fais un crédit à quelqu'un, avant j'attendais 20 ans, 25 ans pour qu'il me rembourse en tant qu'institution financière. Aujourd'hui, je peux prendre ce contrat de crédit et le vendre et encaisser le cash tout de suite. Je le vends aux fonds d'investissement, au marché, aux épargnants, etc. Et donc on a décuplé le potentiel de création monétaire quasiment à l'infini ou bien à la limite d'acceptation du marché. Et on va probablement avec ce système ancrer
l'inflation en tant que donnée systémique et avoir encore plus de spéculation vu qu'on a plus d'outils sur lesquels spéculer. Donc ce n'est pas juste une donnée, c'est une source d'inflation, une taxe cachée, une déconnexion de l'économie réelle et qui semble être partie pour un cycle quasi infini pour l'instant, à part si on a vraiment un changement de paradigme sur cette question d'économie monétaire. Barakallahu fik, Oustad, pour tous ces éclaircissements, en tout cas sur le plan économique. Sur le plan social, j'aimerais vous poser une question. Vous nous avez démontré que finalement l'intérêt, c'est une donnée d'une machine qui a des épisodes cycliques. Mais est-ce que finalement l'intérêt ne crée pas quand même de la valeur ajoutée dans ce système économique, sur le plan social en tout cas? Disons que quand on a l'intérêt comme étant une donnée de l'économie, au contraire, on va probablement se priver de valeur parce qu'on a tout un pan de la société qui sont les détenteurs de capitaux qui vont choisir la situation de rente plutôt que d'aller dans le monde productif. Pourquoi? Parce qu'ils ont la possibilité de recevoir des rendements sans effort et sans risque. Sans effort et sans risque. Le risque de remboursement de crédit n'étant pas un risque considéré car il peut être hérité, transféré, assuré. Et donc à partir de là, bon, le monde de la rente est gonflé. Ce monde de la rente ne crée pas de valeur ajoutée. Il apporte juste de la complexité, de l'instabilité, et plus que ça, on est en train de détruire de la valeur. C'est-à-dire que, imaginez que ce monde de la finance, de l'intérêt, de la haute finance, des produits dérivés, des équations mathématiques très complexes pour faire des produits qui ne sont pas compris par deux traders voisins, c'est un monde qui attire de plus en plus les jeunes. Et pas n'importe quels jeunes, les jeunes les plus brillants. Pourquoi? Parce que c'est un monde qui offre des salaires très élevés. Donc vous imaginez que les esprits les plus brillants de notre société et du monde étudiant vont vers les métiers les moins productifs, les moins productifs qui existent. Et donc on est en train d'alimenter, en fait c'est comme si on pédalait à vide. Quand on envoie ces jeunes étudiants très brillants faire des métiers improductifs. Et donc on est en train d'inverser la pyramide sociale en réalité. On est en train d'inverser la pyramide sociale, au lieu que ces jeunes étudiants n'aillent vers les métiers qui créent le plus de valeur ajoutée. Et donc ce sont les métiers qui créent le moins de valeur ajoutée qui ont les rémunérations les plus hautes. Néanmoins, sur le plan des politiques sociales, je comprends en effet ce que vous disiez sur le fait que ça attire des étudiants, en tout cas qu'on inverse la pyramide sociale. Mais en tout cas, au niveau des politiques économiques, l'intérêt est-il bénéfique, selon vous? À vrai dire, l'intérêt, c'est souvent décrit dans les manuels d'économie de base comme étant l'outil par excellence de la politique monétaire. Mais cette politique monétaire, en réalité, c'est une politique qui se transforme rapidement en lobbying. Vous imaginez, par exemple, aujourd'hui, aux États-Unis, la Banque centrale, ce n'est pas une banque publique, c'est une banque, un conglomérat de représentants de banques privées. Donc, aujourd'hui, la politique monétaire est décidée selon des intérêts privés. Bien entendu, on a des discussions avec le gouvernement, etc. Mais on a des intérêts privés. D'ailleurs, ces intérêts privés ont un impact politique dans la mesure où le premier lobby, le premier groupe de pression à Washington, et à Bruxelles d'ailleurs, c'est le lobby bancaire, le lobby financier. Plus que les autres lobbies d'armement, etc., de pharmaceutique, etc. Et donc à partir de là, on a un système de lobbying qui, au contraire, déstabilise la société et la politique, crée une distorsion de l'économie par les lobbies, influence les élections présidentielles, on a des connivences, on a des dossiers qui sortent de temps à autre sur ces connivences entre le monde financier et le monde politique, et surtout le fait que ces financiers, en réalité, sont jugés partie du système. C'est-à-dire quand la Banque centrale délègue à la banque commerciale un pouvoir souverain, pas du tout historique d'ailleurs, qui est le pouvoir de création monétaire,
eh bien, elle met entre les mains du secteur privé des décisions qui sont potentiellement souveraines. Donc, il est possible que la Banque centrale réduise les taux, mais que les banques n'augmentent pas l'octroi de crédit. C'est tout à fait possible, c'est des situations qui se sont produites. Et on nous crée des acteurs qui deviennent de plus en plus imposants, de plus en plus influents dans la sphère politique, voire too big to fail. C'est-à-dire qu'on a des acteurs dont le PIB, pas dont le PIB, mais dont le chiffre d'affaires et les actifs pèsent plus que le PIB du pays, notamment la première banque en France par rapport au PIB français. Et donc là, on commence à se demander, est-ce que cette banque, si elle fait de mauvais investissements, est-ce que l'État français serait prêt à la laisser faire faillite? Bien sûr que non. Donc on va faire ce qu'on a fait en 2008 par exemple, ce qu'on a fait en 2013 aussi, c'est-à-dire on va renflouer des institutions qui ont nui à l'économie. Or ces institutions, dès 2009, ont distribué des super profits, des super dividendes. En 2008, elles étaient au bord de la mort clinique. En 2009, elles distribuent des super profits. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'argent frais qui est venu via les taxes qui sont source d'inflation, via les contributions citoyennes, qui sont allées renflouer les caisses des banques via des prêts, toutes sortes de subventions, etc. Et donc à partir de là, on a des organismes qu'on appelle aujourd'hui en économie too big to fail, c'est-à-dire c'est trop gros pour qu'on la laisse tomber parce qu'elle va entraîner derrière elle tout un secteur de l'économie. Et donc on est en train de faire une sorte de privatisation des profits, c'est-à-dire quand on a des profits, ils vont aux actionnaires, et quand on a des pertes, eh bien c'est toute la population qui paye via les taxes. Et ça, c'est quelque chose qui rend le système financier basé sur les intérêts un système qui déstabilise la politique et pas du tout un système qui la stabilise. Je pense comprendre, en tout cas, que vous défendez l'avis selon lequel l'intérêt serait un mécanisme qui enrichit finalement toujours les plus riches et qui appauvrit toujours les plus pauvres. Mais l'intérêt, est-ce que ce ne serait pas un moyen de réduire les inégalités? On pense souvent comme ça, en pensant que oui, l'intérêt permet à ceux qui n'ont pas la propriété, qui n'ont pas des biens de consommation, d'emprunter pour s'équiper, etc., etc. Mais en réalité, si on zoome sur cette transaction, prenez une voiture par exemple, qui coûte 30 000 euros. Pour une personne aisée qui a beaucoup d'argent dans ses comptes, elle va coûter combien si elle veut l'acheter? Elle va coûter 30 000. D'ailleurs, en général, elle achète celle de 300 000 euros. Donc, mais disons qu'il veut acheter cette voiture de 30 000 euros pour un proche ou pour quelqu'un dans la maison, pour un de ses enfants. Cette voiture va lui coûter 30 000 euros. Un virement, un chèque, 30 000 euros. Pour une personne en situation précaire, cette voiture va coûter 30 000 euros, plus les frais de dossier, plus les frais d'assurance du dossier, plus l'intérêt. Le coût du prêt, qui va être remboursé sur 5 ans, 6 ans, 7 ans. Donc ce n'est pas 30 000 euros que va coûter la voiture, mais peut-être 35 000 ou 40 000 euros. Donc là, directement, on se rend compte du fait que l'intérêt rend la vie plus chère aux pauvres et aux personnes en situation précaire. Plus que ça, l'intérêt, cette inflation dont on a parlé dans la partie économique, elle ne touche pas les actifs, notamment immobiliers, notamment les actifs surtout immobiliers. Ils ne sont pas touchés par l'inflation dans la mesure où on n'a pas un pouvoir de création immobilière infini, contrairement à la monnaie. Tout ce qui est pièces rares, etc. Métaux. Par contre, ça touche la monnaie. Les salaires, ils sont versés comment? Ils ne sont pas versés en briques, ils sont versés en monnaie. Donc ceux qui ont des actifs qui sont les plus riches, eh bien, ils sont moins touchés par l'inflation que ceux qui n'en ont pas, parce que l'inflation touche direct leur source de revenus, qui est le salaire. Et donc, le salaire perd de la valeur au fil du temps. Alors que les actifs qui sont l'essentiel du patrimoine des personnes aisées, au contraire, sont une protection par rapport à l'inflation. Donc, cet intérêt rend la vie plus chère aux pauvres et nous crée justement plus d'inflation avec plus d'impôts et plus de concentration de richesses. Aujourd'hui, les inégalités, elles ne sont pas réduites, elles sont
à leur plus haut niveau historique. Justement parce qu'on a une transaction qui ne ressemble pas aux autres, qui fait que certains s'enrichissent tout le temps. Alors que d'autres suivent l'activité économique, des fois ça monte, des fois ça baisse. Et donc cet intérêt fait qu'aujourd'hui on a 1% de la population qui détient autant que 50% de la population dans le monde. Et ça, c'est quelque chose qui est dramatique en termes de distribution, d'équité, de justice sociale. Ok. Donc, je comprends en fait que sur le plan individuel, en tout cas entre les personnes, c'est un système qui creuse l'écart finalement plus qu'il ne le réduit. Mais pour les États les plus pauvres, par exemple, si on essaie de dézoomer et de regarder au niveau étatique, est-ce que l'intérêt, c'est pas un outil qui permet d'aider les pays les plus pauvres? On a eu des exemples qu'on a vus de pays occidentaux, par exemple, qui prêtent à des États plus pauvres. Cet impact, est-ce qu'il est positif? Souvent, on a justement ces rapports d'institutions financières internationales qui disent que l'un des objectifs, c'est de combattre la pauvreté, etc. Exactement. Et sans se rendre compte qu'en réalité, ce business du prêt, étant en soi profitable, est un moteur intrinsèque de pérennité. C'est-à-dire que le système lui-même a besoin de continuer parce que le fait de prêter de l'argent est rentable. Oui. Comme disaient les Anglais, regardless, c'est-à-dire quelle que soit l'utilisation que vous allez en faire, que ce soit de la corruption, que ce soit de l'achat de matières superflues, etc. D'ailleurs, on a un livre formidable qui a été écrit par John Perkins, qui est Confessions of an Economic Hitman, Confession d'un tueur à gages économique, qui montre comment le business des intérêts, en connivence avec les pouvoirs politiques les plus puissants, passe par l'argument du prêt aux pays pauvres pour enrichir encore plus les sociétés qui vont intervenir pour faire ces grands chantiers dans les pays pauvres. Et donc on va convaincre les dirigeants de pays pauvres de s'endetter à 20-30 ans sur des dettes qui sont de toute façon pas soutenables à long terme pour libérer un prêt par une institution financière internationale, mais qui n'ira pas aux pays pauvres. Il ira directement à l'entreprise qui sera chargée de faire ce chantier. Donc ce système de la dette, eh bien, intrinsèquement, il participe aussi à la paupérisation de ces pays pauvres. On a une perte de souveraineté. Quand on a un pays qui est de plus en plus endetté, il finit par être colonisé, soit intellectuellement, soit économiquement, soit militairement, soit les trois. Soit les trois. Et ça s'est prouvé avec le Maroc, par exemple, avec l'Empire ottoman, par exemple, avec un certain nombre de pays que la dette a mis à genoux. Avant que les armées ne les mettent à genoux. Et donc, ça s'est produit dans le passé. Il y a des ouvrages qui montrent comment ça s'est fait. Il y a des recherches qui montrent comment ça s'est fait. Et cette perte de souveraineté s'accompagne d'une perte de liberté, d'une perte d'identité. C'est pour cela d'ailleurs qu'on a certains pays qui ont fait un procédé inverse, comme l'Équateur en 2005, comme l'Islande, qui ont déclaré le processus de dette odieuse. C'est-à-dire qu'ils ont décidé de ne plus rembourser la dette jusqu'à nouvel ordre. Ils n'ont pas décidé de l'annuler, ils ont décidé de la suspendre, une sorte de report, parce que en Équateur, par exemple, ça commençait à peser jusqu'à 80% du budget de l'État. Qu'est-ce qui vous reste pour faire de la politique économique et sociale? Plus rien. Il ne reste plus rien parmi les taxes collectées. Tout sert à payer le capital et les intérêts. Et en général, dans beaucoup de budgets d'État, l'intérêt pèse autant que le capital. C'est-à-dire, par exemple, vous allez avoir 30% ou 20% du budget qui sert au service de la dette, ce qu'on appelle en économie le service de la dette, 10% qui ira au remboursement du capital et 10% qui ira au remboursement des intérêts. Donc en réalité, ce n'est pas une aide, c'est un piège pour les pays qui sont dans des situations défavorisées. C'est intéressant, vous mettez en lumière des effets qu'on ne voit pas forcément des intérêts. Mais malgré tout, j'ai quand même une question qui me passe par la tête. C'est dans la machine économique, finalement, l'intérêt ne permet-il quand même pas d'encourager la production ou d'alimenter la production? Effectivement, c'est présenté comme étant un outil qui permet aux entrepreneurs de commencer leur activité, Exactement. de financer la croissance, etc. Mais ça, en soi, c'est à double tranchant. Pourquoi?
Parce que d'abord, quand on rentre dans le circuit des intérêts, on sait que on va devoir produire plus que prévu parce qu'on a une charge supplémentaire. On a les coûts traditionnels plus le service de la dette. Donc on va devoir produire toujours plus pour rembourser ces intérêts. Donc potentiellement, on rentre dans des processus de production qui sont inutiles, c'est-à-dire qui ne sont pas générés par la demande, mais qui sont générés par un besoin financier. Ils ne sont pas générés par une demande du marché, par un marché qui a besoin, je ne sais pas, de refaire un certain nombre d'ouvrages immobiliers ou de prestations de services ou de nouvelles technologies. Non, on doit vendre plus parce qu'on a des charges qui ne seront couvertes qu'à un certain seuil de vente. Donc si on avait par exemple 100 de charges, là on a 120 parce qu'il y a des intérêts de la dette. Okay. Et donc, pour couvrir les 120, on doit vendre plus que ce dont on a besoin pour couvrir les 100 de charges. Et donc on va devoir produire plus. Pour cette surproduction inutile, on a un corollaire qui est la pollution. Parce que quand on produit plus, eh bien, nécessairement, on pollue plus. Ça, c'est une règle. Après, on peut avoir de nouvelles technologies qui sont moins polluantes, etc. Mais comme disent les économistes, ceteris paribus, qui est d'ailleurs quelque chose qui n'existe pas dans le monde réel, parce que les choses ne sont pas égales par ailleurs. Ça veut dire toute chose égale par ailleurs. Mais si on prend une situation à un instant T, avec les mêmes paramètres à l'instant T plus 1, on va produire plus, nécessairement on va polluer plus. Parce que pour produire, il faut du déplacement, il faut de la logistique, il faut du carburant, il faut un certain nombre de facteurs de production pour vous donner le bien, l'objet fini que vous allez produire. Et donc on a une pollution qui devient systémique. Dès lors qu'on a les intérêts, on aura de la pollution. Plus on a d'intérêts, plus on a de pollution. Je pense qu'un certain nombre de militants écologiques et écologistes ne sont pas conscients de ce lien mécanique, mais il est très dangereux. Il est très dangereux dans la mesure où cette pollution commence à se diffuser, à poser beaucoup de problématiques. Et donc, ça fait qu'on a besoin de se priver d'un certain nombre d'autres choses dont on a besoin. Pourquoi ? Parce qu'on a plus de pollution. Ça produit aussi, pour vendre plus, aujourd'hui, si vous voulez par exemple si on parle d'une multinationale qui a besoin de produire plus et donc de vendre plus dans le monde, eh bien, elle a besoin d'harmoniser les cultures, elle a besoin d'un marché mondial. Elle ne va pas faire un marketing spécifique au Vietnam, un marketing spécifique à l'Afrique du Sud, un marketing spécifique à la population du Guatemala. Non, on a besoin d'un marché mondial avec des frontières ouvertes pour les biens et la possibilité de faire le maximum de ventes. Si on a un marché mondialisé avec les mêmes référentiels culturels, les mêmes référentiels de réussite, des malls qui se ressemblent un peu partout, on peut vendre plus rapidement. Et donc, la surproduction liée aux intérêts se traduit dans les sociétés par une perte d'identité culturelle et une perte de spécificité locale. On a une standardisation de culture, on a une déculturation. Une déculturation qui est rampante et de plus en plus importante. Et on a une déshumanisation parce que pour produire plus, le premier facteur de production, c'est le travail. Même si on est dans un système qui a été appelé le capitalisme, le premier facteur de production, c'est le travail. C'est le travail qui produit de la richesse. Le capital tout seul ne produit rien. Donc le travail est le facteur de production qui fait bouger les choses. Le capital, il est là, c'est une donnée, et il a besoin du travail pour pouvoir donner des résultats. Eh bien, quand on dit produire plus, ça veut dire travailler plus. Or, comment voulez-vous travailler plus alors qu'on est déjà dans des seuils de travail et de stress très très élevés, très très importants? Aujourd'hui, le monde du travail est un monde de plus en plus pressé et de plus en plus stressant. Alors certains vont dire oui, mais on travaille moins qu'au 19e siècle par exemple. Les journées sont moins longues. Oui, mais elles sont plus, disons qu'elles sont plus systémiquement et systématiquement intenses, avec plus de stress, et cette parenthèse de la révolution industrielle est de toute façon une parenthèse historique qui n'obéit pas du tout à la logique historique du 1er au 18e siècle dans laquelle on avait 0,1% de croissance. Donc, on est en train, avec la dette, de systématiser le fait qu'on va demander à tout le monde
de travailler toujours plus, et donc on arrive à une déshumanisation. On a de moins en moins de temps pour soi-même, pour sa famille, pour ses activités, pour ses loisirs. Et donc on va vers une déshumanisation de plus en plus importante qui a été décrite par l'école de Francfort comme étant la création de l'homme unidimensionnel. Pour être plus productif, avec moins d'heures de travail, on doit être plus savant dans sa discipline. Donc on va avoir des gens de plus en plus spécialisés et de plus en plus ignorants de tout ce qui ne concerne pas leur discipline. Donc on aura cet homme unidimensionnel dont parle cette école de philosophie, de l'école de Francfort. Et donc on va devoir vendre plus, produire plus, travailler plus. Mais ce n'est pas terminé. Parce que pour produire plus, vendre plus, etc., en face on a besoin de gens qui vont acheter. Et donc ces gens qui vont acheter, ils n'ont pas un potentiel d'achat infini. Et donc, souvent, on a des gens qui sont comblés, qui ont tout ce qu'il faut à la maison, qui ont tout ce qu'il faut à la voiture, donc pourquoi acheter plus? Mais le problème, c'est que les entreprises veulent vendre plus. Donc elles vont créer de nouveaux besoins éphémères, temporaires, chez cette population pour qu'elle consomme plus. Donc on va créer des effets de mode de plus en plus courts. On va créer des obsolescences programmées dans les objets technologiques. On va mettre en place un système qui est de plus en plus fluide, notamment un système libéral. Et là, il faut faire une différence entre les libertés et le libéralisme, qui est un système philosophique qui fait que, de toute façon, il n'y a pas de référentiel, donc tout est fluide et donc les référentiels changent. Et l'économie capitaliste a besoin de ce système libéral pour que tout soit possiblement changeant quand on veut. Donc s'il y a un nouveau marché qui est basé sur une déviance, tant que c'est un marché, c'est bon pour l'économie, d'un point de vue capitaliste et libéral. Et donc à partir de là, on a besoin du libéralisme, on a besoin de plus en plus de publicités qui sont de moins en moins correctes, de moins en moins morales et qui sont de plus en plus borderline, pour vendre. Ouais. Parce que pour vendre plus, il n'y a rien de mieux que de toucher les passions individuelles et les désirs individuels. C'est beaucoup plus compliqué de vendre un objet à quelqu'un qui n'en a pas besoin et de le convaincre rationnellement que de lui faire ressentir un besoin passionnel de cet objet, un besoin de ressemblance à ses voisins, un besoin d'ego, un besoin d'épanouissement, de considération de soi. Si tu achètes cette voiture, tu ressembleras à ceux qui ont telle stature dans la société. Et donc on attise ces passions et ces pulsions. Et on va vers une sorte de nivellement par le bas de ces principes de cette société, et on est de plus en plus dans une société de l'éphémère, du buzz, de la mode, avec des besoins toujours de plus en plus changeants, et des publicités sur les écrans TV toujours de plus en plus longues, qui prennent toujours de plus en plus de place, parce que ces gens-là qui ont fait des prêts à intérêt ont besoin de produire plus et de vendre plus. Ok, barakallahu fik. Vous avez fait des parallèles très intéressants. Je crois comprendre que selon vous, indirectement, l'intérêt impacte la production et qu'il y aurait donc des conséquences sur notre société de consommation finalement, sur la détérioration des conditions de travail, sur l'écologie, sur la perte d'identité culturelle. Moralement, quel est l'impact des intérêts? Ça a un impact énorme, dans la mesure où il est vrai que les sociétés de toutes les manières évoluent via un certain nombre de forces, de paramètres historiques, de confluences, de cultures, de civilisations, d'échanges, etc. Mais quand on scrute ce facteur d'intérêt, on voit qu'en fait cet aspect tumoral, justement, il est mécanique. Il est implanté, c'est-à-dire il est là pour rester et pour prendre toujours plus et pour impacter toujours plus. Et donc, ces intérêts, en réalité, qu'est-ce qu'ils font à long terme? C'est qu'ils amplifient la dette. On le voit avec les pays en développement, on le voit avec les ménages, on le voit avec les individus, les entreprises. Les intérêts font que la dette est plus lourde. Aujourd'hui, la dette étudiante, on a des cas aux États-Unis où l'étudiant il a emprunté 100 000 euros, il a payé 220 000 euros, il lui reste 30 000 euros à payer. La dette est toujours plus lourde, plus difficile à supporter. Et donc, en général, il y a un lien très étroit entre la dette et la moralité. C'est que plus on est endetté, plus notre moralité est menacée.
Donc, on devient plus enclin à tricher, à mentir, à avoir des comportements immoraux pour essayer de rembourser la dette, etc. etc. Donc, il y a une dette qui a un lien inextricable avec la déperdition de moralité. En plus du fait que ce système de gonflement de la dette, qui implique justement la mise en place du système libéral d'un point de vue philosophique et politique dont on a parlé, eh bien, entraîne ces pertes d'identité, de spécificité culturelle. Il entraîne une sorte de matérialisme où, au final, ce qui importe le plus, c'est le matériel. Ce sont les profits qu'on va faire parce que la dette est toujours plus pressante, plus oppressante, et donc on va faire tout pour essayer de payer les traites à la fin du mois, les prélèvements à la fin du mois, et ça risque un petit peu de détériorer également notre moralité, en plus du fait que, de toute façon, vu que cette dette est toujours plus grosse disons, dans les soucis que se posent les ménages, les individus, les entreprises et les États, c'est quelque chose qui prend de plus en plus de place et de plus en plus d'attention. Eh bien, en tant qu'individu, par exemple, quand on est sous la coupe d'une dette trop importante, difficilement gérable, eh bien, on n'a plus le temps pour la culture, pour les valeurs, pour l'éducation, pour la famille, pour le lien social, pour la communauté. Parce qu'il faut travailler, parce qu'il faut être productif. Il faut être de plus en plus productif. Quand on a des cas de pays où la population baisse, comme la Russie, le Japon et un certain nombre de pays d'Europe, on demande à ces pays de payer des intérêts sur un capital, donc de produire plus, alors que le principal facteur de production, qui est le travail, qui est la démographie, baisse. Donc c'est une équation qui a presque pas de solution. À part l'immigration pour le coup, mais là ça va priver les pays qui vont envoyer les immigrés de matière grise. Et donc à partir de là, on a une population qui baisse et on a des exigences de production de plus en plus importantes pour faire de la croissance. On a cet impératif de croissance. Il faut faire de la croissance. Et ça, c'est l'une des contradictions ultimes de ce système à intérêt. C'est-à-dire qu'on va devoir faire plus de croissance et qu'on a de moins en moins de facteurs de croissance. C'est le cas du Canada, je crois, par exemple. Entre autres, mais le Canada, il a opté pour la solution de l'immigration. Et donc, on a quelque chose qui est en train une équation qui est en train une sorte de piège qui est en train de se refermer sur un certain nombre de pays, notamment occidentaux, et qui fait que cette détérioration de valeurs, de morale, de lien social, elle est nourrie en réalité, au-delà de l'évolution de la société, etc., par un facteur mécanique qui la force à continuer ainsi. Et ce facteur, c'est les intérêts. Ok. Donc, si je comprends bien, intérêt et moralité sont intrinsèquement liés. Ils nous repoussent dans nos derniers retranchements et nous détournent de préoccupations plus importantes, selon vous. Mais y a-t-il un cas où l'intérêt pourrait nous être permis? L'intérêt, c'est, en tout cas d'un point de vue de l'éthique islamique, c'est l'un des plus grands péchés. C'est un péché majeur, capital, qui implique des conséquences dramatiques du point de vue du croyant. Et au-delà de la nécessité vitale, c'est-à-dire qu'on risque la mort, par exemple, ou la perte d'un membre de son corps. Et donc, il n'y a pas de cas où les intérêts sont permis. Plus que ça, l'imam Malik ne permettait pas les intérêts, l'usure, même en cas de nécessité. C'est dire la gravité de la chose. Et cette gravité, peut-être, ne serait pas perçue par quelqu'un qui n'aurait pas fait ce tour d'horizon socio-économique et comprendre la portée de cette chose qui nous semble au début être une simple petite transaction économique sur laquelle il y a un petit déséquilibre entre le prêteur et l'emprunteur. Ouais. C'est ça exactement ce que j'allais dire, c'est que cette vision d'ensemble
Et de clôturer comme ça nous permet de bien comprendre l'avis de l'imam Malik qui nous interdit du coup cet intérêt, même en cas de nécessité. C'est ça, c'est ça. Barakallahu fik oustad. Merci beaucoup pour ces éclaircissements et qu'Allah te récompense. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à nous dire ce que vous voudriez voir dans les prochaines vidéos. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.